messieurs, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. J'ai le plaisir de recevoir ce soir le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, je vous remercie d'abord d'avoir accepté que nous puissions, Kalengai William, DG de Géopolis et moi-même, de vous interviewer. Comme vous avez voulu que ça se passe à la RTNC, nous avons associé notre ami, le directeur de l'information, Oscar Mbalkaïj. Donc, merci de votre disponibilité. Et comme nous sommes à la RTNC, la première question, je voudrais qu'elle soit posée par le directeur de l'information, Oscar Mbalkaïj. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. J'ai une petite question à vous poser par rapport à l'actualité. Le Sénat venait de lever les immunités de l'ancien président de la République, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Un jour après, il est sorti de sa réserve, je vais dire Joseph Kabila, il a prononcé un discours. Votre réaction? Écoutez, hier vendredi, nous on était plutôt pris à notre rendez-vous hebdomadaire du Conseil de ministres où nous discutions des problèmes qui concernent les Congolais et de comment on y répond. Et il y a un des sujets qui est revenu notamment du niveau du ministère de l'Éducation où aujourd'hui nous sommes préoccupés à nous assurer que les enfants qui sont dans les territoires sous occupation puissent participer aux épreuves des examens d'État. Et donc nous nous sommes assurés que les frais qui doivent être payés par le parent puissent être couverts parce que nous sommes plutôt préoccupés par des questions de ce type-là. Et donc il n'y a pas, personnellement, je n'ai pas eu le temps de suivre parce qu'on était occupés à ce qui à nos yeux est plus important. Mais parce que après on a vu les réactions de Congolais. Je pense que les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. Willy Kalengai. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez une réponse à la question qui a été posée, mais je voudrais poser une question un peu plus globalisante. Quand nous suivons la situation actuelle, nous voyons les propos des uns des autres, d'abord les propos des opposants, les propos des évêques, les propos même des rebelles. Tout le monde parle de réconciliation nationale. Je voudrais savoir si au sein du gouvernement ou dans l'entendement du gouvernement, il existerait une limite au-delà de laquelle certains comportements seraient inéligibles à la réconciliation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui réclament la réconciliation mais qui ne pourront pas l'obtenir parce qu'ils auraient franchi une limite? Non, il ne nous appartient pas comme gouvernement d'établir cette limite. Parce que vous rebondissez sur la question du président honoraire, il faut regarder ces gesticulations. Aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas faire plus de commentaires parce que l'affaire fait l'objet maintenant d'une enquête au niveau de l'auditorat général. Mais lorsque on veut parler des réconciliations, il faut se regarder dans ce que nous disons, il faut se regarder dans notre attitude. Et lorsqu'on a eu le privilège de diriger ce pays pendant 18 ans,
on a peut-être une plus grande responsabilité que d'autres dans les contextes qui est le nôtre. Mais bon, fort malheureusement, il y a eu une convergence d'éléments au niveau notamment de l'auditorat militaire qui font qu'aujourd'hui, les agissements du président honoraire font de lui de fait l'une des autorités morales de ceux qui font la guerre, le groupe supplétif. Et donc, c'est bien dommage, dans une posture comme la sienne, bénéficiant d'une loi qui fixe un certain nombre de choses en termes de ce qu'il faut faire, en termes de ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien dommage parce qu'on aurait pu penser qu'après toutes ces années à diriger la RDC, qu'il pouvait être lui le premier à être le plus disposé pour aller vers la réconciliation et non pas à aller dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est des contradictions qui arrivent dans la nature humaine et nous n'allons pas nous focaliser dessus. Ceci dit, vous savez, Willy Kalengai, nous avons fait le choix de la démocratie. Il ne faut pas oublier, il faut regarder la nature de la crise que nous avons actuellement. Ce n'est pas une crise de notre démocratie d'abord. C'est une crise parce que nous, on a choisi de ne plus rester dans un contexte où nous bradons nos minerais, où nous faisons de compromis sur ce qui nous appartient, notamment avec le Rwanda, qui pendant de longues années a considéré, à tort, que la partie est de la RDC était les centres où ils devaient puiser leurs richesses. Si par les passés, cela a été toléré, mais dans les cadres de notre gouvernance, nous voulons avoir la plénitude du contrôle de nos minerais. C'est pour ça que nous avons notamment créé DRC Gold Trading pour nous assurer que nous maîtrisons les circuits de la production de l'or. Ce n'est pas seulement ça, mais il y a plusieurs initiatives. Vous êtes journaliste économique spécialisé sur les questions minières. On a toute une stratégie qui devait nous permettre de nous réapproprier, de casser tous les circuits frauduleux mis en place et consolidés évidemment avec la complicité de certains responsables à notre niveau depuis de longues années. C'est ça le choix que nous avons fait. Et si parce qu'on a fait le choix d'avoir un contrôle souverain sur nos ressources et qu'un pays voisin estime qu'il doit faire la guerre parce que c'est par la guerre qu'ils continueront de piller, nous avons dit non. La nature de la crise, elle est celle-là. Nous avions eu des élections en 2023 et tout le monde a vu le sacre, pour ne pas dire le plébiscite du président de la République qui a été élu de manière inédite. Mais lorsqu'on va dans une élection où vous avez un parti politique qui avait par exemple décidé de ne pas y participer, s'il faut pas le citer, les PPRD, ils ont décidé avec son autorité morale qu'ils ne participeraient pas aux élections. Bon, c'est surprenant d'entendre, de voir qu'il y a dans certains extraits que j'ai vus, parler de restaurer la démocratie, mettre fin à la tyrannie. Mais comment vous faites tout ça lorsque les jeux fixés par la Constitution, le jeu électoral, vous n'y avez pas participé? Et donc aujourd'hui, les frustrations politiciennes des uns et des autres veulent recroquer ou prendre appui sur une crise qui est d'abord sécuritaire et pour laquelle nous sommes dans des sphères pour trouver la solution, avec le renfort des uns et des autres. C'est bien difficile de vouloir, là où nous devions tous être unis d'abord, pour nous assurer que l'intégrité territoriale est restaurée, mais les uns et les autres pensent que c'est le meilleur moment pour eux d'amener à la table les arguments politiciens pour leur positionnement parce que les élections n'ont pas fonctionné. Monsieur le ministre, voilà. Je voudrais vraiment que vous soyez précis sur la question ici. Dans un pays où il y a eu rupture de coalition, là où il y a eu éloignement des alliés, je voudrais vraiment que vous reveniez sur le terme réconciliation. Vous pensez aujourd'hui que les Congolais n'ont pas besoin de se réconcilier, qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fissure politique dans le pays. Mais regardez, que les hommes politiques n'ont pas besoin de se réconcilier. Non, regardez Willy Kalengai. Et si c'était non, il ne faut pas s'y tromper. Ça veut dire que si il y a des gens qui veulent se réconcilier. Pas qui veulent. Non. Le pays a besoin d'une réconciliation. Non, attention. Oui. Vous parlez des réconciliations, une réconciliation qui viendrait régler quel problème? Si c'est pour régler la frustration des uns des autres, parce que, par exemple, on n'a pas participé aux élections, parce qu'on a fait le choix délibéré de ne pas y participer, ou parce qu'on a perdu aux élections, Willy Kalengai fait une analyse. Il y avait 22 000, 25 000 candidats
22 000 candidats s'est réclamé du camp du président Tshisekedi. Lorsque les résultats arrivent, on voit ce qu'il en est. Vous avez parlé des accords qui ont été défaits, mais je suis désolé. En politique, les accords peuvent se faire et se défaire. Mais quelles ont été les motivations qui ont cassé cet accord? Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais moi, je sais que j'ai appartenu à un groupe qui s'appelait le G13 et qui en avait marre, comme beaucoup de Congolais, de voir le querelle qu'il y avait entre les FCC-Cash à l'époque. Malheureusement, ceux qui ne nous avaient pas entendus à l'époque sont ceux qui aujourd'hui demandent le plus la réconciliation. Alors oui, on veut bien qu'il y ait des réconciliations, mais cette réconciliation doit se faire sur des bases. Je vous donne une illustration, sûrement qu'on en parlera. Tout le monde parle de dialogue. Tout le monde parle, il faut qu'on se retrouve. Mais lorsqu'on se retrouve et qu'on veut parvenir à une réconciliation, on doit être en mesure de faire le bon diagnostic. Et lorsqu'il faut faire le bon diagnostic, ça veut dire qu'il faut appeler les mal par les mal. Est-ce que dans ce que, par exemple, le président honoraire a dit, est-ce qu'il a nommé le Rwanda? Le mal, c'est le Rwanda. C'est documenté par tous les rapports du Conseil de sécurité. Si on ne veut pas se fier à nos propres rapports, c'est documenté par tous les rapports de pays occidentaux qui ont pris des sanctions. Alors, comment ça se fait que vous ne soyez pas en mesure, vous, de lire ces rapports et de les partager, ne fût-ce qu'une opinion, en disant que l'un des problèmes, alors, lorsqu'on doit nous voir, c'est l'attitude inutilement belliqueuse d'un pays voisin. Alors, ceci démontre qu'il y a une complicité parce qu'on veut parfois, on veut contraindre à cette forme de réconciliation dont vous parlez, par la force ou en s'alliant à nos ennemis. Nous sommes en crise. Il y a une grande partie de notre territoire qui est occupée. Bien sûr. Mais il faut quelque part que nous puissions récupérer, n'est-ce pas, ce pan du pays. On va le faire comment si ce n'est pas par la réconciliation? Écoutez, Monsieur Kibambi, la crise, elle est de quelle nature? Depuis le mois de juillet 2022, nous sommes sur la table des discussions avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. La crise, c'est celle-là. Il ne faut pas se tromper. Après, on a nos frustrations. Il n'y a aucun pays où vous irez où vous ne sentirez pas le besoin d'une réconciliation. Quand vous regardez le frustration, par exemple, en France, où une leader a été déclarée inéligible, on pense ceci, on pense cela, mais chaque pays fait face à des situations politiques qui sont celles-là. Les hommes politiques ne sont pas forcément obligés de s'entendre pour ce qui concerne leur ligne politique, mais lorsqu'il s'agit de la menace ou de la survie de ce qui nous unit tous, nous devons être ensemble. Et de ces points de vue, il y a des compatriotes qui n'ont jamais, alors jamais, un seul jour pris le courage de reconnaître d'où venait le mal. Le 15 décembre 2024, j'ai eu les privilèges d'accompagner les présidents de la République à Luanda. C'est le jour où on devait sceller l'accord. Mais qui n'est pas venu? Le président rwandais. L'origine de la crise, c'est de là. Mais ceux qui souffrent, ce sont les Congolais qui souffrent. Oui, mais évidemment, nous le premier. Parce que nous payons peut-être le prix le plus fort. Parce que tous les efforts que nous avons consentis pour commencer à régler les problèmes de Congolais à la base, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, sont aujourd'hui malmenés parce que nous devons donner du crédit pour faire la guerre. Et donc, lorsqu'il n'y a pas un Congolais véritablement congolais, doit d'abord être en mesure de dénoncer ces mâles. Alors où allons-nous? Là où nous allons, écouter, nous avons des mécanismes à l'international. Aujourd'hui, nous parlons de Doha, où nous discutons avec les supplétifs, qu'on peut considérer comme des enfants égarés. Nous discutons avec eux, avec une branche qui discute avec le Rwanda directement. Je rappelle que les discussions de Doha, avant qu'elles ne commencent entre nos experts en sécurité et la délégation du M23,
a été précédée par la rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi autour de l'émir du Qatar. Donc vous comprenez de qui ces compatriotes tirent l'essence de leur combat d'un président d'un pays étranger. Convenons-nous bien, on veut régler les problèmes bilatéraux avec le Rwanda, on veut régler les problèmes avec les supplétifs. Ensuite, en interne, vous avez le président de la République qui a dit et qui a donné mandat à son conseil spécial de faire des consultations pour se dire, écoutez, en interne, s'il y a des problèmes des uns des autres, venez, parlez-en. Les consultations, c'est une forme de dialogue. Oui, mais les consultations, Baïkaï, je vous passe la parole tout de suite. Les consultations avaient pour objet, pour finalité, de faire un gouvernement, de composer un gouvernement d'union nationale. Ben, hier, j'ai entendu encore des compatriotes dire à quand ce gouvernement? Bon, écoutez, encore que c'est le président de la République qui a demandé ces consultations, le conseil spécial, sûrement qu'il lui a déjà fait rapport, mais nous, on n'a jamais, j'ai pas entendu quelque part le conseil spécial du président dire que les consultations étaient totalement finies. Et donc, sûrement qu'il y a au niveau du président de la République des arbitrages qui se font, parce que dans les consultations, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Mais c'est la preuve, justement, de la disponibilité du président de la République à régler les problèmes, y compris en interne. Alors, certains vont revenir pour parler de l'initiative de prêtres de la SENCO, mais il ne faut pas oublier Willy Kalengai ou Mbal Kaïj, qui a l'article 69 de la Constitution, qui donne au président son rôle d'arbitre qui ne peut pas être subtilisé, passez-moi l'expression entre guillemets, par des prêtres ou des évêques. Simplement parce que nous sommes dans un contexte où le président de la République a de pouvoirs régaliens. Et donc, M. Kalenga et M. Kibambi, tous ceux qui disent qu'ils veulent la réconciliation, entre autres, il y a la main du président de la République à travers les consultations nationales, qui doit couvrir le volet interne, en tout cas pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire la paix ou s'y réconcilier pour que le pays puisse avancer. Oscar Mbakaïch. Monsieur le ministre, revenons un peu sur les pourparlers de Doha. Il y a un facilitateur désigné par l'Union africaine. De l'autre côté, les pourparlers de Doha se poursuivent. Et on parle aujourd'hui même de l'avant-projet de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Quel est l'avenir justement que vous donnez à tous ces pourparlers? Écoutez, il y a un seul objectif de tous ces pourparlers auxquels vous faites allusion, c'est de parvenir à la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de progrès. Parce que autour du président Faure Gnassingbé, vous avez vu tous les co-facilitateurs, vous avez vu aussi il y a quelques semaines à Doha, que ce soit les conseillers principaux du président Trump, le docteur Boulos, que ce soit le ministre Koulaïchi du Qatar, que ce soit le ministre togolais des Affaires étrangères, et les délégations congolaises et rwandaises. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, sur base du travail qui a été fait à Luanda, une convergence de tous ceux qui pensent, de tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la concrétisation de la résolution 2773 pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Et vous avez vu aussi, aux États-Unis, il y a eu la déclaration avec les 6 principes qui constituent aujourd'hui les piliers de cet accord à venir. Et donc, il faut considérer que la diplomatie prend le temps, que la question, elle est complexe parce qu'elle est liée à un des pays le plus important au monde, parce qu'on n'a pas encore d'ailleurs abordé les volets économiques de tous ces sujets, mais aujourd'hui, il faut considérer que la stratégie diplomatique du président Tshisekedi va nous conduire vers des résultats, cette fois-ci que nous espérons définitifs, y compris pour permettre la restauration de la paix dans l'Est, qui sera le point de départ des différents échanges économiques au niveau de la région. Willy Kalengai. Monsieur le ministre, le prix à payer pour la paix semble être très énorme. Il est énorme parce que nous avons sur la table un accord avec les Américains, un accord qui porte sur la gestion des minéraux. C'est vrai que ça sera en réalité, nous aurons en fait invité des gendarmes pour nous protéger. Alors la question, la première partie de ma question, avez-vous l'impression que dans cet accord de paix,
les prix à payer, c'est quand même un partage de souveraineté. Ça, c'est récent. Les Congolais commencent à comprendre que ce pays, d'une certaine manière, et ont le courage de le dire, nous appartient, mais pas seulement à nous-mêmes, qui auraient des forces avec lesquelles nous partageons ce pays. C'est quelque chose qui s'est dit de plus en plus. Peut-être que nous n'avons pas le courage de le reconnaître. Mais alors, Willy Kalenga, il faut faire attention à la compréhension de votre question. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est dans son rôle un pays grand, un pays immensément béni, qui a les solutions du monde sur son sol. Mais les solutions du monde qui doivent partir de la RDC pour les autres pays du monde ne doivent pas y aller aux dépens des populations congolaises. Ça, c'est un fait. Je ne voudrais pas rappeler tous les massacres qui ont été commis par Léopold II pour l'exploitation de notre caoutchouc, lorsque le monde connaissait sa révolution industrielle et qu'on avait besoin des pneus, donc des LVA. Je ne voudrais pas parler de l'uranium qui a servi à la construction de bombes atomiques, ou encore de coltan qu'on utilise pour nos téléphones, moins encore du cobalt ou du lithium, ou encore de la forêt qui est la nôtre. Aujourd'hui, il faut considérer que nous sommes dans un contexte de pays-solution où, avec le président Tshisekedi, nous ne voulons plus de compromission sur ce qui nous appartient. Nous ne voulons plus des bradages. On parlait des ressources minières. Je me permets une toute petite parenthèse. On avait parlé de l'accord du siècle, souvenez-vous, il y a quelques années, avec les Chinois. Mais lorsque le président de la République a dit que cet accord a été négocié aux dépens des intérêts des Congolais, certains disaient qu'il ne devait pas s'hasarder parce que c'était des intérêts des Chinois, etc. Mais vous avez vu sa détermination, c'est que ça nous a permis de nous rapporter et Kinshasa bénéficie des rocades aujourd'hui. Ça veut dire que nous, dès lors qu'on a tracé une ligne où nous ne voulons pas de bradage, nous ne voulons pas de compromission, c'est la ligne rouge. La souveraineté sur nos matières premières, oui, mais ceux qui doivent l'exploiter, parce que nous ne sommes pas les principaux consommateurs de ce que nous avons dans le sous-sol, doivent se faire dans les règles et pas aux dépens de Congolais. Parce que, pour vous parler du prix à payer, tous les milliers de Congolais qui sont morts récemment à Goma et tous ceux qui sont morts avant dans les aventures rwandaises étalées sur presque 30 ans, vous avez tous les souvenirs des millions de Congolais qui sont morts. Ça doit s'arrêter. Et ce qui se prépare aujourd'hui, justement, quand vous dites comme des garants ou non, aujourd'hui, nous sommes dans un échange. Mais un échange qui ne se fera pas aux dépens des Congolais. Et ça, c'est une ligne rouge. Et puis, Willy Kalenga, n'oubliez pas que dans cette région-là, on a vécu dans la paix. Monsieur Kibambi à ma gauche peut se souvenir bien plus que moi d'ailleurs de ce que était la CEPGL. Mais de la CEPGL, qui paie le plus? Ce n'était pas les Zaïre de l'époque. La CEPGL a donné comme héritage Sinelac aujourd'hui ou BDGL, qui sont des structures, des entreprises, de projets intégrateurs qui nous relient avec les pays qui seront éternellement à côté de nous. Et donc, nous avons un rôle stratégique et dans le cas de ce rôle stratégique, au regard des difficultés que nous avons sur les terrains du fait des gesticulations rwandaises, nous voulons aller avec eux à une solution et parce qu'il y a une opportunité économique qui se présente avec ceux qui sont intéressés, notamment les Américains. N'oubliez pas que l'un des fleurons de l'industrie des technologies américaines, Apple, est mis en demeure à cause justement de ce qui se passe dans l'Est de la RDC, sûrement bientôt un procès. Et donc il y a tous ces éléments qui doivent rentrer en compte et il est important que les Congolais sachent que autant on ne bradera pas un seul centimètre de notre sol, autant on ne bradera pas un gramme de nos ressources dans tout ce qui s'est fait. Monsieur le ministre, il y a quand même des priorités. La priorité, c'est la paix. Bien sûr. C'est elle qui conditionne tout. Alors, comment se fait-il que vous avez le front médiatique? Il paraît que quand vous toussez à Kigali, on ne dort pas. On a Matata Pognon, on a, comment il s'appelle, Motamba, on a l'ancien ministre de Mines, comment il s'appelle, Kabweloulou. Mais tout ça fait un peu désordre, excusez-moi. Écoutez, on aura peut-être l'occasion d'y revenir de manière plus précise parce que je crois que la question soulevée par Kalenga, il vaut tout son pesant d'or. Dans un contexte où nous sommes abreuvés par la désinformation, vous avez dit lorsqu'on tousse de l'autre côté, ça, parce que justement, Kigali, c'est l'empire du mensonge.
on a vécu ça ici et nous avons développé aujourd'hui les stratégies qui ont fait que ces mensonges ne peuvent plus causer des dégâts, en tout cas pas beaucoup de dégâts dans notre écosystème. Mais vous savez, Monsieur Kibambi, il est important que nous tous, au-delà du piège justement des réseaux sociaux, de leur rapidité, de leur précipitation, de lire ce qui avait été convenu. Il y avait la feuille de route de Luanda à l'époque, qui a servi des piliers à ce qui s'est fait aujourd'hui à Washington. Relisez le 6 piliers. Le premier pilier parle de la souveraineté, de l'indépendance et de la gouvernance, où on reconnaît que les frontières de la RDC ne peuvent faire l'objet d'aucune révision et où nous avons la plénitude de la gouvernance dans notre pays. Le deuxième volet repose sur les préoccupations sécuritaires. C'est normal, c'est classique entre un pays voisin de mettre en place des dispositifs qui nous permettent de gérer les menaces mutuelles. Et de ces points de vue, il y a une base qui a été établie dans le cadre de la déclaration de principe. On suppose que si tout ceci se passe dans la bonne foi, les menaces sécuritaires existantes entre les deux pays pourront être traitées de la manière qu'il faut pour éviter des retombées dans ces cycles de violence. Ce n'est que dans le troisième point qu'on parle d'intégration économique, d'intégration régionale, parce que la RDC, de par sa dimension, appartient à 3 organisations. EAC Afrique centrale, EAC Afrique de l'Est, COMESA, SADC, Afrique australe. Et donc, dans ces cadres-là, avant que nous ne puissions aller faire des affaires ou penser économie, intégration régionale, nous devons avoir la paix. Et une vraie paix, et une paix durable, une paix définitive pour laquelle il faut définir les conditions et se donner des garanties réciproques. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui s'est préparé. Donc nous pensons, M. Kalengai, que si tout ça est réuni, le reste, c'est des questions. Parce qu'il faut savoir aussi que quand l'accord sera signé, ce sera les débuts du travail. Juste et donc il faut considérer, avant qu'on ne revienne... vous allez continuer, mais oui, je voudrais ici insister sur le fait qu'il n'y a pas dans ce qui se prépare, une idée de faire un quelconque bradage ou une quelconque compromission pour ce qui concerne nos intérêts vitaux. D'accord. Je l'ai rappelé et je tiens que cela soit bien compris. Parce que c'est minéré sécurité. Si nous observons la pratique américaine en matière de sécurité, je voudrais que vous puissiez nous dire quel est le modèle finalement qui pourra être celui-là qui va nous sécuriser. Les Américains aujourd'hui sécurisent l'Europe avec l'OTAN. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient, face à la menace soviétique, ils avaient garanti aux Européens que nous allons vous protéger. Donc vous allez être de notre côté. Nous mettons des bases en Europe pour vous protéger contre l'URSS. Les Américains protègent aujourd'hui la Corée du Sud. Vous savez que face au nord, ils ont dans différentes mers, ils ont des bateaux pour protéger ce pays-là. Les Américains protègent Israël aujourd'hui en mettant effectivement des armes pour pouvoir protéger Israël. Ça, c'est ce que les Américains ont fait jusqu'à ce jour. Maintenant, je voudrais savoir si le modèle qui est en train d'être discuté, parce qu'il faudra que nous acceptions qu'on exploite nos minéraux, mais nous obtenons de la sécurité. Ça sera quel type de modèle? Qu'est-ce qui est discuté? Alors, Willy Kalengai, je ne pourrais pas aller dans ces détails parce que justement, je ne participe pas à ces discussions directement, mais que le président de la République, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale les dire à la suite de ce qu'avait dit d'ailleurs la Première ministre, que les moments venus, nous allons suffisamment communiquer là-dessus par rapport à ce qui se prépare. Vous avez commencé par parler de l'Europe. Je dois rappeler, vous connaissez l'histoire de la France et de l'Allemagne. La reconstruction de l'Europe a commencé par la création de la communauté du charbon et de l'acier. On a fait de l'économie. C'est parce qu'on a construit des intérêts mutuels qu'on a construit la sécurité. Et les Américains sont venus plus tard, mais tout ça, ça s'est fait sur de bases économiques parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts vitaux de marché qu'il faut préserver. Et ici, nous sommes évidemment dans un contexte qui est différent, où les premiers facteurs de l'insécurité dans l'Est de la RDC, c'est le Rwanda. Bien au-delà des défis que nous avons en interne et pour lesquels nous travaillons à donner des réponses, notamment en restaurant la puissance de notre armée et des services régaliens. Mais les facteurs, il est identifié, le premier facteur d'instabilité, il est identifié dès lors que
nous avons fait un accord de paix et qu'on a convenu de comment on gérerait des préoccupations sécuritaires des part et d'autre, dès lors que les Américains, à travers leurs investissements, aujourd'hui on est dans un contexte où les Américains ne sont peut-être pas tenus d'ouvrir une base dans l'est de la RDC. Non, parce qu'aujourd'hui, tout peut se surveiller à partir des satellites. Et lorsqu'il y a des entreprises ou des capitaux américains qui viennent de manière automatique, les trublions, ceux qui font de problèmes dans cette partie du pays, dès lors que leur cas est traité et que nous avons des garanties de sécurité mutuelle qui sont faites, on ne devrait plus avoir des grosses inquiétudes. Et donc, toutes ces questions sont mises en mouvement. Il y a les dispositifs qui se fera pour cette partie du pays, mais n'oubliez pas que nous avons une relation séculaire avec le gouvernement américain et que l'accord dont on parle, ça ne concerne pas spécifiquement, en tout cas pour les deals miniers, ça ne concerne pas spécifiquement que dans la partie Est. La RDC, elle est bénie de partout et ça va aller dans d'autres créneaux. Et les moments venus, on pourra communiquer là-dessus. Mais Monsieur le ministre, au moment où on parle justement de ces accords et au pays, on parle d'une gestion, dernièrement, l'ancien ministre des Finances a déballé. Est-ce que vous ne pensez pas que les Américains pourraient être quelque peu effrayés par une gestion telle que l'a été décrite par M. Casady? Oui, mais écoutez, si nous voulons véritablement apprécier les choses qui se font, je crois que les médias, vous avez une grosse responsabilité. Malheureusement, nous tous, nous sommes plutôt contents parfois ou souvent de partager les mauvaises nouvelles, de nous regarder sous un certain œil. Je regarde M. Kalingai, journaliste économique. Il n'y a pas une semaine ou 2 semaines, nous avons encore eu un satisfecit de la revue, la énième revue du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, ce qu'on appelle des institutions de Bretton Woods. Depuis l'arrivée du président de la République aux responsabilités, on n'en a jamais raté une. Je ne viendrai pas dire ici que notre gouvernance est parfaite. Mais dites-moi, M. Kibambi, pensez-vous que nous sommes en mesure, nous, d'influencer les jugements des experts économistes attitrés des FMI Banque mondiale lorsqu'ils viennent ici? Premier volet. Lorsqu'on parle de mines, je disais tout à l'heure, M. Kalingai, souvenez-vous, j'étais au gouvernement à l'époque aux côtés du Premier ministre Adolphe Muzito. On a failli rater l'atteinte du point d'achèvement parce qu'il y a 2 contrats pour lesquels on a fait un veto. Parce qu'il y avait sûrement des choses à cacher. Mais aujourd'hui, tous les contrats miniers sont publics. L'ITIE fonctionne. Et donc, M. Kibambi, moi, je veux plutôt relativiser. Encore que, on parle beaucoup de l'inspection générale de finances. Vous avez travaillé à la présidence à l'époque, cette institution existait. Mais cette institution n'avait jamais autant revêtu de puissance. Et aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Mais est-ce que vous savez que l'inspection générale de finances fait le contrôle en amont et en aval? Je suis ministre de la communication et des médias. Avant qu'une dépense ne soit faite ne soit liquidée ou ordonnancée par le ministre des Finances, dans la chaîne de la dépense, vous avez des inspecteurs généraux des finances qui viennent regarder la qualité. Les résultats, Monsieur le ministre, dans l'assiette de ceux qui nous suivent aujourd'hui, ça ne se ressent pas. Mais justement, Monsieur Kibambi, l'assiette dont vous parlez, c'est une assiette, mais c'est en réalité 100 millions d'assiettes. Mais dites-moi, Monsieur Kibambi, combien d'entreprises nous avons en RDC? Parce qu'il y a évidemment la part de l'État, on parle beaucoup de climat des affaires, et il y a un effort à faire de ce niveau. Nous en avons conscience au niveau tant du président de la République que de la première ministre, mais c'est l'initiative privée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autour du ministre, par exemple, des PME, autour de la RSP, on s'affaire à ce que les Congolais aient accès à des fonds et que nous puissions, nous, Congolais, avoir une culture de l'entreprise, une culture entrepreneuriale, parce que la richesse vient de là. Mais avant qu'on y arrive, M. Kibambi,
Imaginez, lorsque le président de la République, en 2019, avait fait le choix d'appliquer une disposition constitutionnelle qui souffrait depuis 13 ans, celle de la gratuité. Mais quelle opposition il n'a pas rencontré? Quel scepticisme il n'a pas rencontré? Aujourd'hui, on a plus de 5-6 millions d'enfants qui sont à l'école. Aujourd'hui, nous nous affairons parce que la question, c'est pas seulement d'avoir des enfants à l'école. La question, c'est l'accessibilité, la proximité des écoles. 145 territoires avec plus de 2200 écoles en cours de construction. On dit la qualité de l'enseignement, la formation des enseignants. Mais interrogez Madame Raïssa Malou, elle va vous dire les efforts que nous faisons. Ceci dit, nous avions des gaps importants à combler que nous n'avons pas encore comblés. On va pas s'ébomber les torses parce qu'il y a encore des défis à relever, mais il n'y a aucun domaine de la vie qui ne connaisse pas de croissance positive. Et ce que je dis peut être vérifié et démontré par ceux qui veulent le savoir, bien au-delà des caricatures qu'on aime bien s'écoller nous tous. Mais Excellence, Monsieur le Ministre, au lieu de copier le Visit Rwanda, pourquoi ne pas copier le modèle belge qui avait fait en sorte que il y avait, n'est-ce pas, des sociétés tout au long de nos frontières qui non seulement donnaient de la main-d'œuvre, qui donnaient du travail à la main-d'œuvre, mais qui aidaient aussi l'État en faisant en sorte que l'autorité soit présente. D'abord, M. Kibambi, nous, on va pas copier Visit Rwanda, premièrement. Deuxièmement, mais j'ai l'avantage d'ailleurs de répondre à vos questions. Dites-moi, parlons peu, parlons bien. Mais à quel moment on s'est occupé de ce pays dans les 30 dernières années? Est-ce qu'on peut en parler? Aujourd'hui, nous assumons notre part comme gouvernement. Ce n'est pas une plainte. Mais dites-moi, M. Kibambi, depuis quand les questions basiques des Congolais n'ont pas fait l'objet d'un traitement sérieux de la classe politique ou de la classe dirigeante? Mais je vous ai donné le simple exemple de la gratuité de l'enseignement. De 2006, il fallait attendre 2019 pour que la moindre application commence, malgré toutes les critiques. Aujourd'hui, avec des enfants qui sont sans banc, dans certains coins. Mais écoutez, vous me direz, il faut commencer je par suis quelque d'accord chose. avec vous. C'est la part de l'héritage du défi à relever. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de 145 territoires, pour la première fois, on va mettre 10 millions de dollars dans chaque territoire. Il y en a 145, c'est l'immensité du pays, où on va faire une école moderne, avec des bancs. Nous, on a été à Mutoa. Mutoa, c'est 30 km de Kalemi. À Mutoa, aujourd'hui, ils ont un dispositif, grâce aux 145 territoires, qui peut permettre à des médecins qui sont en Belgique d'intervenir ou de donner des résultats pour être diagnostiques faits à Mutoa. Mutoa, 30 km de Kalemi, les gens, les femmes, perdaient la vie sur la route pour accoucher, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente. Nous y sommes allés avec le président de la République. J'ai vu quelques critiques sur les réseaux sociaux comme d'habitude, mais le président de la République, pour un seul Congolais, il est prêt à se déplacer. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, la première ministre séjourne à Kananga, puis elle sera à Chikapa, parce que nous voulons apporter des réponses de fond que nos prédécesseurs, je suis désolé, ne l'ont pas fait. Même en termes de redevabilité, M. Kalenga et moi, on n'a jamais fait mieux que nous avant en termes de redevabilité pour ne fût-ce que dire au peuple ce que nous faisons et les difficultés que nous rencontrons. Autosatisfaction, vous en avez le droit. Autosatisfaction, sûrement pas, mais c'est la réalité. La réalité. Oscar Mbankari. Nous en parlons. Monsieur le ministre, nous étions avec vous à Kalemi, notamment Mutoa. Je voulais qu'on revienne un peu sur ces partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et les USA, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les deals sur les minéraux. Pour être plus concret, quelles sont les retombées économiques dont la RDC va bénéficier de ces partenariats stratégiques? Deuxième question, excusez-moi, je voulais vraiment, en finir pas, je ne vais pas oublier justement cette deuxième question. Nous avons l'impression, au regard de toutes ces initiatives de paix
il y a l'EAC, nous avons un facilitateur désigné, nous avons Doha, nous avons beaucoup d'initiatives pour les retours de la paix dans l'Est de la RDC. Nous avons l'impression que le multilatéralisme a échoué. Il a suffisamment pour les États-Unis, que les États-Unis puissent tousser. Et vous voyez, la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, son collègue du Rwanda, s'est retrouvé aux États-Unis pour signer une déclaration des principes. Il a fallu que Doha puisse tousser, passez-moi l'expression, pour que le M23 ainsi que la partie gouvernementale se retrouvent au Qatar pour discuter et échanger sur le retour de la paix. Et vous ne pensez pas que la meilleure option aujourd'hui pour le retour de la paix, il faut le bilatéralisme? Écoutez, je ne veux pas rentrer avec vous dans cette discussion bilatéralisme, multilatéralisme. Je vous ai dit ici que toutes ces initiatives convergent vers la paix. Encore que nous croyons au multilatéralisme. Je pense que ce sera un des points de notre mandat que nous allons occuper bientôt, je l'espère, au niveau du Conseil de sécurité, lorsque nous serons élus comme membres permanents. Mais, monsieur Oscar Mbal, comprenez, comme moi, que la diplomatie ne s'assoit pas sur de la compassion. La diplomatie s'assoit sur des leviers. Et nous avions eu dans ces processus des difficultés au regard de l'attitude du Rwanda. Et si aujourd'hui, à la suite des sanctions européennes, on a sanctionné la raffinerie nord de Gasabo, qui représente le premier pourvoyeur de fonds avec de l'or illicitement produit de la RDC parce que racheté par le Qatar, et que le Qatar décide de s'impliquer, de faire pression sur le Rwanda plie, parce que l'essentiel de ces fonds viennent du Qatar. Qui peut dire non aux États-Unis? On a vu la France essayer de peser de son poids dans les conflits sur le Rwanda, mais malheureusement, la voix de la France n'a pas vraiment été entendue du côté de Kigali. Et donc, aujourd'hui, Américains, Qataris s'impliquent, ils ont des leviers, ça nous permet d'avancer. C'est ça le plus important. Alors, sur ce que vous avez évoqué comme question sur les deals miniers, d'abord, le deal dont on parle, c'est un cadre. Ça ne va pas porter sur un seul minerai, c'est d'abord un cadre de coopération économique entre deux États, notre République et le gouvernement américain. Ce n'est pas les gouvernements américains les deux gouvernements qui vont signer le deal, mais ça se fera entre entreprises. Et lorsque les entreprises viendront, ça dépendra. M. Kibambi parlait tout à l'heure de l'exploitation lacustre. Peut-être qu'il y a des entreprises américaines qui peuvent être intéressées à faire des ferries, qui partiraient, pourquoi pas, de la Tanzanie jusqu'à Bukavu et relier les différents lacs Victoria, Albert et Tanganyika qui parsèment le territoire de la RDC. C'est une opportunité. Et donc, dans ces deals, c'est un assemblage de choses qui vont se faire et nous aurons l'occasion de venir, le moment venu, au cas par cas. Ce que nous espérons, c'est qu'il y aura des capitaux américains qui seront versés. Ce que nous espérons, c'est que nous mettrons notre administration à niveau, nous formerons nos enfants, nos jeunes, pour être en mesure de capter toutes les opportunités qui seront générées par ce deal. Au cas où les Américains ne viendraient pas, vous pouvez ne pas répondre à cette question, je vous en pose une autre. Est-ce que c'est le moment pour le président de commencer une itinérance? J'en ai entendu parler. Mais les Américains, vous savez, M. Kibambi, il n'y a aucun pays au monde qui ne peut se passer de la RDC. Je vous ai fait la démonstration en début de cette interview. Et donc, ceux qui seront... Aujourd'hui, l'Amérique est un peu en train de courir. Parce que 70% du cobalt mondial qui vient d'ici est pratiquement contrôlé par la Chine. Heureusement que nous prenons des dispositions pour s'assurer que notre pays tire profit de ça, mais de nos ressources stratégiques. Et donc, il faut considérer qu'ils ne pourront que venir. Il y avait l'autre volet de votre question. Pour le président de commencer l'itinérance? Le président a été élu par qui? Par la population. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le travail du président, le nôtre, n'a jamais été de rester à la cité de l'OUA. Son travail, c'est d'être partout où il y a les Congolais, comme à Mutoa, pour apporter des solutions. Son travail, c'est justement d'être ces présidents au contact parce qu'il a été plébiscité. Et aujourd'hui, moi, Willy Kalengai, je choque
Je suis choqué de voir que lorsqu'on parle de toute cette crise, on oublie que les Congolais se sont exprimés. Il y a à peine une année et demie, en millions. Mais si on a fait le choix de la démocratie, mais acceptons. Et on peut regarder ce qui ne marche pas, parce que tout n'est pas parfait actuellement, comme dans toute action politique, et se dire, nous nous en ferons de points à la prochaine campagne. Mais moi, je me désole, M. Kibambi, vous sûrement avec moi, de voir que l'opposition n'est pas en mesure d'être une force de proposition. Il ne faut pas oublier que l'opposition, c'est une mission constitutionnelle. La mission de l'opposition n'est pas venir de dire « tout va mal ». La mission de l'opposition, c'est de venir de se dire « tel choix n'a pas été bon ». Moi, je n'ai jamais vu un seul opposant qui vienne nous challenger dans les fonds, qui remettent en cause la gratuité de l'enseignement, qui remettent en cause la couverture santé universelle, qui remettent en cause les 145 territoires. Dans la plupart des cas, on est dans la polémique, comme on adore se nourrir de la polémique. Oui, mais cela doit changer. Malheureusement, ils attendent leur tour pour faire ce qu'ils vous proposeraient pour que vous réussissiez. Mais c'est justement ça le malheur. Sur cette lancée-là, essayons de faire un peu de la sociologie, de la psychologie de notre pays. Quand on vous entend parler comme ministre, vous avez bien fait, vous énumérez beaucoup d'actions qui sont menées par le gouvernement. Le président et vous avez travaillé, vous pouvez énumérer même centaines d'actions positives. De l'autre côté, quand vous scrutez la population, vous sentez quand même un mal-être. Comment une population pour qui on a fait tant de choses continue à se sentir mal? Les Congolais, je sens ça comme... Moi, je parle de sociologie. Sommes-nous capables, en tant que peuple, de reconnaître les biens qui nous est fait? Parce qu'en réalité, si les peuples se sentent toujours mal, malgré les bonnes choses qu'on fait pour lui, nous sommes dans un grand malentendu. Willy Kalengai. Comment vous le sentez? Non, ça veut dire que vous posez une question très pertinente parce que c'est cette question qui met sur la table votre responsabilité. Moi, je m'interroge. J'étais plus jeune, même si j'avais jamais pensé exercer les métiers que vous exercez, que j'ai eu à exercer avec vous, mais c'est quand même parmi les métiers les plus beaux du monde. Parce que la société, dès l'époque en tout cas, vous conférez toujours le titre de monsieur le journaliste, et vous étiez toujours considéré d'une certaine manière, parce que c'est vous qui nous informez. Alors, s'il y a ces mal-être dans le contexte qui est le nôtre, qui est, à mon avis, normal, parce que du fait de l'accumulation des années, M. Kibambi, vous êtes témoin de comment moi je suis né en 82, je suis sûr que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a fait que dégringoler. En tout cas, dans ce pays, ma mère a étudié dans les meilleures conditions que moi, dans ce pays, et mes enfants étudient dans des conditions bien meilleures que moi, bien meilleures que ma mère qui a étudié il y a 30 ans, 40 ans avant nous. Et donc, il y a un problème. Mais les efforts que nous faisons, M. Kalengai, est-ce que les journalistes font un effort de par eux-mêmes, au-delà de la polémique politicienne qui est très attirante, d'informer? Parce que la vérité, c'est laquelle? Nous sommes dans le trou. Mais nous étions sûrement à moins 200, moins 100. Aujourd'hui, on est peut-être à moins 80. Mais nous avançons. Mais parce qu'on n'est pas encore sorti du trou, les gens ne perçoivent pas. Mais si les gens sont informés, le parent, moi j'ai vu des témoignages de parents. Un ami qui est venu me dire, ma grand-mère a reçu sa retraite. Vous savez ce que ça représente. Vous avez un parent qui vient de me dire, moi j'ai 4 enfants pour lesquels je ne paye plus le Minerval. Mais vous voyez, c'est que ça soulage. Je vous ai dit qu'en Conseil de ministres vendredi, le vice-ministre de l'Enseignement est venu nous dire que nous devons, nous, l'État, prendre en charge pour éponger la charge des parents, les frais pour les élèves dans les provinces sous occupation qui doivent participer aux tests de fin des cycles. Vous voyez, M. Kalengai, c'est à quoi nous nous afférons. Mais si les gens ne sont pas informés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne sont pas informés, très bien, parce que l'État a désinvesti dans le secteur des médias et de la communication. Qu'est-ce qui a été fait pour les médias depuis une vingtaine d'années? Les journalistes se débrouillent. Mais c'est justement... L'État ne fait rien pour la presse. C'est justement à quoi nous sommes... pour la presse privée. C'est justement à quoi nous sommes engagés, vous et nous.
depuis que nous sommes arrivés à la tête de ces ministères. Monsieur Kalenga, il y avait une loi de 96 qui a été remplacée par une loi que vous avez bien voulu baptiser loi Mouyaya, 27 ans plus tard. Et nous avons un président de la République qui a fait le choix clair de la démocratie, de la liberté d'expression. Cette année, il a démontré qu'il est encore à nos côtés. Mais il faut regarder les contextes généraux parce que la presse n'évolue pas dans un monde isolé. Vous voulez quoi, Monsieur Kibambi, qui hier était patron de Tropicana, pouvait avoir une manne publicitaire de 1 million de dollars. Aujourd'hui, avec 300 chaînes, je ne sais pas... 232. 232 chaînes, président de l'ANEAP, merci de la précision. Mais la manne publicitaire se partage à combien? Vous voyez, M. Kalenga, nous avons tous des défis. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Le rôle de l'État est si important et de la presse. Attention, le rôle de l'État, oui, nous l'assumons. Aujourd'hui, nous travaillons avec les organisations professionnelles parce que d'abord, ces médias, il faut les identifier. Ces journalistes, nous espérons que dans les prochains mois, avec l'UNPC, on réussira à redonner la carte de presse pour voir quel type, parce que nous finalisons la loi sur les statuts du journaliste, quel statut on va lui donner dans une société qui a besoin de la bonne information, dans un contexte où les métiers du journalisme est menacé avec l'arrivée des réseaux sociaux et tous ces brebis galeuses qu'on appelle moutons noirs. Il y a des défis et dans ces défis, il y a une part de responsabilité qui est la nôtre. Nous avons déjà démontré que nous la faisons. Nous allons continuer à la faire, mais il y a une part de responsabilité qui est la vôtre, oui, monsieur en le tant ministre, qu'acteur, pour que nous puissions, de manière concertée, voir ce que nous voulons avoir comme écosystème médiatique. Monsieur le ministre. Oui, monsieur Kibambi. En tant que président de la NEAP, on va m'en vouloir sûrement. Je vous assure que dans ce pays, il existe encore de très bons journalistes. Cet éparpillement-là fait en sorte que... je serais... non, je ne dirais pas que je serais à votre place. Moi, je crois qu'il y a des mesures à prendre pour réduire, n'est-ce pas? Comme la fusion, accepterez-vous d'avaler M. Kalengai ou accepterez-vous d'être avalé par M. Kalengai? Vous savez, je vous posais la question, mais moi je vais vous dire... moi j'accepterais bien. Hein, comment d'être avalé ou bien sûr, non, parce que c'est-à-dire la mutualisation des moyens. Moi, qu'on m'appelle Kibambi Chintois, directeur général, président, je m'en fous. Si à la fin du mois, on peut me donner... parce que vous touchez, enfin, un peu moins. Mais moi je ne serais pas fâché. Mais M. Kibambi, M. Kalengai, je pense que cette conversation, nous l'avons commencée, nous allons la continuer. Parce que je pense comme vous que pour un pays comme la RDC, on a besoin de grands médias. Aujourd'hui, même pour la télévision nationale, on a commencé un programme de modernisation qui, pour moi, n'est même pas encore à 10%. Parce que la modernisation de la télévision nationale comme de l'ACP ne concerne pas que Kinshasa, elle doit se faire sur toute l'étendue du territoire national. Et les médias privés doivent être renforcés parce que vous assumez un rôle social qui est important et qui nous aide, en tout cas en apportant de bonnes informations à nos populations et en luttant contre la désinformation. On va aller rapidement, je crois que c'est le dernier tour de... Oui, monsieur le ministre, j'ai peut-être sera ma dernière question, comme ils disent les derniers tours de table. Monsieur le ministre, je voudrais savoir quels sont les préalables pour que le gouvernement octroie enfin à la presse l'aide publique comme c'est fut dans les temps. Quels sont les préalables? Bon, écoutez, le premier préalable, c'est d'arriver à identifier les médias. L'autre préalable, c'est d'arriver à convenir. Nous avons fait les états généraux, nous avons une boussole et nous avons d'ailleurs convenu dans les cas de discussion que j'ai avec mes collègues du gouvernement, de voir de quelle manière on va relancer le comité de suivi pour que nous puissions nous accorder sur le plan de la manière dont on va fonctionner. Mais il faut considérer que pour nous, dans un cadre démocratique qui est le nôtre, si nous voulons la consolider et bien avancer, on ne peut pas le faire avec des médias qui ne soient pas au point. Moi, je reviens un peu sur les questions de justice, parce qu'on en parlait un tout petit peu. Aujourd'hui, on parle tellement des millions détournés, l'opprobre est poussé sur des ministres en fonction, des demandes de levée d'immunité, des poursuites sont là. Alors, je voudrais savoir si cette montée en puissance d'une demande de plus de justice est maîtrisée, ou bien c'est des guerres des palais, simplement. Bon, écoutez, M. Kalengai,
je ne voudrais pas regarder les choses sous le prisme de guerre de palais, mais je voudrais regarder les choses sur le prisme d'une responsabilité que nous avons tous. Parce que vous savez, dans tous les pays du monde, il y a deux chiens méchants, les médias et la justice. Je ne voudrais pas faire le relais de l'opinion du président de la République exprimée plusieurs fois sur la justice. Mais je pense que les magistrats, plus que nous tous, sont interpellés parce que c'est eux qui administrent la justice. Et s'il y a des cas qui nécessitent, en tout cas, que la justice s'implique, il faut laisser la justice s'impliquer. La difficulté que nous avons dans les siècles d'aujourd'hui, c'est que nous avons, avant même d'arriver au tribunal, au sens judiciaire du terme, les tribunaux de l'opinion. C'est dans les tribunaux de l'opinion où aujourd'hui tout le monde est acteur que parfois on fait les procès, on condamne, y compris les innocents. Parce qu'il suffit qu'il y ait le moindre soupçon lorsque vous êtes revêtu d'un mandat public pour que les gens pensent que c'est vrai. On a vu plusieurs exemples ici. Et donc, il y a évidemment un travail à faire du côté des magistrats, ils en sont conscients. Il y a un travail à faire au niveau du gouvernement parce que la justice, justement, elle doit être rendue dans les conditions des justices, si je peux me permettre, d'équité. C'est un défi pour lequel le président de la République est pleinement mobilisé. Je pense que ce soit pour les secteurs de la justice ou pour les autres secteurs, il y a une volonté pour que ces secteurs puissent jouer le rôle qui est le leur dans l'équilibre sociétal. Monsieur le ministre, si vous avez accepté cette interview, c'est pas pour rien, c'est parce que vous aviez des choses à dire à l'opinion. Quelles sont les choses que nous ne sommes pas parvenus à vous faire dire, à vous faire parler, et que vous auriez voulu communiquer à l'opinion? Mais je crois que la chose la plus importante, parce qu'on finira jamais de parler, c'est la politique est aussi une fonction parlante, c'est de continuer à faire confiance au président de la République. Moi, parfois on m'appelle Monsieur Narratif, mais les gens ne se rendent pas compte de changements qui sont en train de se produire dans ce pays. Je peux vous donner des illustrations. Lorsque je vais en Belgique, notre ambassadeur en Belgique me propose de circuler avec un véhicule de l'ambassade. Lorsque je vais à Paris, c'est la même chose. Ce n'est sûrement pas suffisant, mais c'est un exemple pour dire que dans la diplomatie, qui est un domaine essentiel de notre rayonnement, il y a un travail qui a commencé. Lorsque on parle de l'armée, moi je suis très sensible sur les questions de l'armée, pas que seulement. Je suis auditeur du CHESD, où j'anime régulièrement des modules de formation aux différents auditeurs qui viennent, mais parce que l'armée et les services de sécurité, c'est le premier corps que ces pays doivent avoir. Lorsque vous avez 9 voisins qui ont tous des appétits orientés vers vous, lorsque vous avez 10 500 kilomètres de territoire, lorsque vous avez des assets ou des richesses évaluées à plus de 24 000 milliards de dollars, il faut de services de sécurité. Et lorsque je regarde ces secteurs simplement, je vous parle comme parlementaire, depuis 2012, on parlait de loi de programmation militaire, il fallait que le président Tshisekedi arrive pour que cela devienne une réalité. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation. Récemment, vous avez suivi les vice-premiers ministres de l'Intérieur en parler pour la police. Nous avons commencé à régler des problèmes. Mais pour l'armée, M. Kibambi, la RDC avec 100 millions d'habitants, notre armée, c'est au moins 500 000 à 1 million d'hommes. Mais aujourd'hui, quel est le rapport à l'armée que nous avons? Nous travaillons beaucoup, Bendele Koyate, tout pour la patrie, pour restaurer. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt contents de voir qu'il y a des pas importants qu'on a fait dans l'amélioration de l'image de notre armée. Oui, mais en même temps, on dit, c'est peut-être dans la rue, que l'argent que vous défalquez pour l'armée est détourné. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, mais parce que M. Kibambi, peut-être qu'il faut faire un tour à l'auditorat pour vous dire le nombre de procès qu'il y a là-bas. Mais la vérité, c'est laquelle au sujet de l'armée? Dans quel état elle a été pour parler de 20 ou 30 dernières années? On fait brassage, on fait mixage, on fait un enchevêtrement de force, y compris
des gens qui sont dans l'armée, mais qui sont en réalité infiltrés. C'est l'autre réalité que nous avons connue. Et des comportements des coopérants qu'on a vus. Mais le mal, on l'extirpe. Mais le mal, on l'extirpe progressivement. Aujourd'hui, moi, je note qu'il y a des progrès importants qui sont faits. La difficulté que vous savez, M. Kibambi, qu'on a eue, parce que vous faites la guerre en même temps. Vous devez faire la guerre, vous devez faire la réforme, vous devez lutter contre la corruption, vous devez contrôler les effectifs. Le président de la République, j'étais du voyage en juin 2021 à Bunia, lorsqu'il a dit, il a reconnu que les effectifs qui ont été annoncés ne sont pas les effectifs véritablement alignés. Et depuis, on travaille. Tout ça, c'est un travail qu'on a hérité, qu'on améliore. Si aujourd'hui, nous avons par exemple des lignes rouges qu'on a définies pour dire il ne faudrait pas faire de réintégration de l'armée, mais parce qu'on veut débarrasser notre armée des traîtres. Dans un contexte où vous avez un voisin et des complices internes qui ont toujours pensé que l'armée ne devrait jamais être forte. Mais moi, je regarde les choses dans le sens où on avance. Lorsque je regarde les 145 territoires, mais pour la première fois, on a commencé à créer des écosystèmes au-delà des difficultés que nous avons parce que les territoires ne sont pas logés à la même enseigne, mais il y a une volonté d'y aller. Ça permet aujourd'hui de donner des solutions aux provinces. Hier encore, nous parlions des stabilités au niveau des provinces. Est-ce qu'il faut que je parle de couverture santé universelle? Est-ce qu'il faut que je parle de gratuité? Ou est-ce qu'il faut que je parle de construction d'universités que nous n'avons pas fait depuis 60 ans? Monsieur Kibambi, il y a beaucoup à dire sûrement, mais moi je me satisfais plutôt de voir qu'au-delà de toutes les difficultés, qu'au-delà de toutes les contraintes, nous avons un commandant de bord, un commandant suprême qui tient le bateau, qui, contre vents et marées, l'amène à l'accostage pour les biens du peuple congolais. Monsieur le ministre, je vous remercie au nom de mes collègues d'avoir accepté. Willy et moi, nous vous avons demandé cette interview, elle ne devait pas se passer aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas qu'on croie que c'est parce que M. Kabila a parlé qu'on a fait cette interview. C'est depuis la semaine dernière qu'on vous a demandé que vous ayez accepté. Je vous remercie. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie. De toute évidence, M. Kibambi, le plus important ici, c'est de parler des Congolais. Et dans l'histoire, parce que vous avez encore évoqué le président Kabila, il y a les tribunaux de l'histoire. Vous savez, les hommes politiques ne valent véritablement que par l'histoire. Parce que lorsqu'ils sont présents, ils sont historiens du présent, ils ne peuvent pas apprécier la portée des actes qu'ils posent. Et aujourd'hui, je pense que sur le président Kabila, les Congolais ont une opinion toute faite parce qu'on sait le juger, dès par les actes qu'il a posés. Et dès par la nature de ces actes, malheureusement, la ligne prise est une ligne qui détruit même ce qui aurait pu être considéré comme acquis. Et c'est bien dommage. Je ne voudrais pas en faire un chapitre parce que ce n'est pas les sorts des individus qui nous intéressent, là où on veut parler du Congo. Je voudrais revenir sur un point essentiel. Dans tout ce qui se passe, M. Kalengai, aucun intérêt de la RDC ne sera bradé. Dans tout ce qui se passe, aucune frontière, aucun centimètre ne sera concédé. Et dans tout ce qui se passe, la République démocratique du Congo sortira vainqueur. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Et cette émission que vous avez suivie avec passion, je l'espère, est terminée. Merci Oscar Mbaïkaïj, merci William ou Willy Kalengai. Et franchement, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup.